Un testament énigmatique, le secret d'une veuve et un dernier coup sur l'échiquier. Bienvenue sur Détective Eterno, je suis votre hôte Lucas. Allumons les commentaires, d'où venez-vous pour regarder l'émission? J'adore voir vos messages arriver à chaque épisode. Commenkins. Il y avait quelque chose de presque théâtral dans le soleil printanier qui éclairait la place du village de Saint-Edwige-sur-le-Worth. Une chaleur dorée qui attirait les fleurs des haies et projetait les longues ombres des ormes sur le sentier usé menant au portail du presbytère. Les oiseaux gazouillaient avec zèle, et deux enfants du village se disputaient une corde à sauter près du vieux CEP, autrefois source de punition et servant désormais principalement de jardinière. C'était le matin du déjeuner du club d'échecs, un événement annuel si modeste par son ampleur et son ambition qu'il ne méritait guère d'être mentionné en dehors du panneau d'affichage de l'église. Pourtant, parmi la douzaine de membres dévoués de la confrérie des échecs de Saint-Edwige, ce jour était d'une importance singulière. Madame Petronella Lawton, récemment veuve et connue pour sa passion indéfectible pour les échecs, avait offert son jardin pour l'événement, une affaire décontractée, avait-elle dit avec une légèreté forcée, même si chacun savait que Petronella n'organisait rien avec désinvolture. Elle s'est toujours crue reine sur l'échiquier, murmura mademoiselle Hartley derrière le rideau de dentelle de la fenêtre de son salon, sirotant un thé léger et observant l'arrivée lente des invités à Lawton House. Et le pauvre Edwin, eh bien, il a plutôt bien joué le pion. Jusqu'au bout. Ces remarques, formulées avec ce mélange particulier de malice et d'affection propre au commère de village, n'étaient pas loin de la vérité. Edwin Lawton, l'ancien président de la Chess Fellowship, était moins connu pour son génie tactique que pour sa déférence indéfectible envers sa femme. Il était décédé cet hiver-là, vraisemblablement d'une crise cardiaque, lors d'une partie d'échecs par correspondance un après-midi enneigé avec un avocat à la retraite de Norwich. Tragique, avait dit le vicaire. Curieusement approprié, avait dit d'autres. Miss Marple, assise sous un dais de glycine en fleurs, à l'orée du jardin de Madame Lawton, avait dit très peu de choses. Aujourd'hui, cependant, Petronella était radieuse ou s'efforçait de l'être. Elle volait de table en table avec une impatience à peine voilée, vêtue de ce qu'on ne pouvait qualifier que de haute couture de deuil. Une soie gris tourterelle à boutons de jais et une broche en forme de fou épinglée de façon spectaculaire à son col. Son menton pointu se relevait légèrement chaque fois qu'on commentait sa résilience. Je pensais qu'Edwin aurait peut-être voulu qu'on continue, dit-elle pour la troisième fois ce matin-là, comme si chaque répétition ajoutait une touche de noblesse à son geste. Miss Marple, sirotant une limonade à distance discrète, ne se laissait pas impressionner si facilement. Elle observait attentivement les interactions de la femme, le léger serrement de mâchoire lorsque M. Burkett, le pharmacien du village, mentionna les dossiers de matchs inachevés d'Edwin. La façon dont son sourire se fragilisa lorsque le révérend demanda où était le jeu d'échecs disparu, qui avait appartenu au grand-père d'Edwin. Un moment étrange se produisit lorsqu'un grand fracas retentit dans la véranda attenante au jardin. Plusieurs invités se retournèrent, surpris. Madame Lawton se précipita à l'intérieur pour enquêter, revenant quelques instants plus tard avec un rire dédaigné. Seulement Monsieur Goldsworthy, il est toujours en train de réarranger les meubles. Il prétend mieux réfléchir quand tout est symétrique. Les sourcils de mademoiselle Marple se haussèrent presque imperceptiblement. Monsieur Goldsworthy, historien amateur reclus, n'était pas connu pour assister au rassemblement. Sa présence ici inhabituelle. Son comportement curieux. Alors que les invités retournaient à leur quiche et sandwich au concombre, l'atmosphère sembla changer. Un homme âgé ou Basil Fenwick, joueur d'échecs et poète occasionnel, s'était mis à philosopher sur la nature de la stratégie et de la mort. « Ce n'est pas une question de victoire, n'est-ce pas ?» demanda-t-il à une jeune femme, l'air légèrement désespéré. « C'est une question d'inévitabilité. Cette lente et constante progression vers l'amour. Parfois, on la voit venir et pourtant, on ne peut pas s'en sortir. » Elle sourit poliment, sans comprendre. Edwin Lawton non plus, peut-être. La première véritable faille dans la sérénité du jour apparut peu avant le service du thé. M. Burkett s'excusa pour aller chercher une flasque dans sa voiture, et à son retour, pâlit sensiblement. Mademoiselle Marple, qui discutait tranquillement du rationnement en temps de guerre avec Madame Ellis, remarqua sa détresse. « Qu'y a-t-il, Monsieur Burkett ?» demanda-t-elle doucement. Il hésita, puis se pencha. « Il y a une lettre. »
Dans ma gourde. Elle m'est adressée, mais non signée. Je pense que vous devriez la lire, Miss Marple. Je ne sais pas trop quoi en penser. Il la lui passa sous la table, les doigts tremblants. Elle déplia lentement la page, scrutant l'écriture soignée, presque cléricale. La partie n'est pas finie. L'aveobement. C'était tout. Pas de signature. Pas de contexte. Pas d'explication. Miss Marple replia le papier et le rangea délicatement dans son sac à main. Le jardin autour d'elle résonnait du chant des oiseaux et des rires polis, et pourtant quelque chose avait changé, quelque chose de subtil et d'irréversible. Comme un fou glissant sur l'échiquier d'un mouvement inattendu. Elle jeta un coup d'œil à Madame Lawton, qui se tenait maintenant immobile près de la haie, les yeux fixés sur un petit objet dans sa main. Un pion blanc. Elle le glissa dans sa poche comme s'il l'avait mordu. Miss Marple reporta son attention sur sa limonade, l'air doux, mais ses pensées tout sauf. Le premier pas avait été fait. L'après-midi se déroula avec le charme délibéré des déjeuners de village. Tasses de thé qui s'entrechoquaient, rires légers et une légère odeur de lilas taillés qui flottait au bord du jardin. Mais sous ce calme apparent, une tension commençait à s'accumuler, telle une brume qui s'enroule sur la pelouse. Miss Marple était assise tranquillement dans son coin, sous la glycine, les mains soigneusement jointes sur ses genoux, son tricot non travaillé dans son sac. Son regard, cependant, était tout sauf oisif. Il allait et venait avec la douce curiosité d'une femme qui avait passé sa vie à s'imprégner des subtilités du comportement humain, non pas comme une psychologue ou une policière, mais comme quelqu'un qui avait simplement prêté attention. Près de la table des rafraîchissements, M. Burkett s'attardait nerveusement, jouant avec le couvercle de sa gourde maintenant vide. Depuis qu'il avait remis à Miss Marple la lettre énigmatique, il était visiblement distrait. Lorsqu'on lui adressait la parole, il souriait trop vite. Lorsqu'on lui offrait un gâteau, il déclinait, chose très inhabituelle, compte tenu de son penchant connu pour le biscuit aux amandes. Le message de la lettre résonnait dans l'esprit de Miss Marple. La partie n'est pas terminée. L'aveobement. Ce n'était pas le mélodrame des mots qui la troublait, mais plutôt leur clarté. Il n'y avait aucune incertitude dans l'écriture. Quelqu'un anonyme mais déterminé croyait que Petronella Lawton cachait une vérité. La question, bien sûr, était de savoir quelle vérité. Au fond du jardin, sous un parasol rayé, était assis le révérend Caldecott et Miss Flora Markham, cette dernière une jeune femme délicate récemment revenue de Londres après ce que le village pensait être des fiançailles ratées. Il parlait à voix basse, le révérend agitant parfois sa fourchette comme s'il prononçait un sermon sur le saumon poché. Miss Flora hochait souvent la tête, mais son regard errait distraitement. Un jour, elle jeta un coup d'œil vers la véranda avec une pointe d'anxiété, puis détourna rapidement le regard. La porte de la véranda restait fermée, bien que les rideaux aient été tirés à la hâte après le vacarme de la veille. Quoi qu'il se soit passé à l'intérieur, Madame Lawton n'avait fourni aucune autre explication, et aucune n'en avait été demandée. Les villageois, surtout ceux habitués aux habitudes des riches, comprenaient l'étiquette de la discrétion. Mais Mademoiselle Marple, une femme de bonne famille qui ne se laissait pas facilement tromper par les apparences, trouvait le silence plus révélateur que n'importe quel bruit. Peu avant 4 heures, une étrange agitation s'éleva près de la lisière du jardin. Une enfant, l'une des jumelles Hartley, traversa la pelouse en courant, agitant quelque chose dans sa main. « Maman, regarde ce que j'ai trouvé. C'est une pièce de jeu. Regarde. » Madame Hartley prit l'objet, en l'examinant, devint visiblement troublée. « Mon Dieu, je crois que c'est une tour, » murmura-t-elle en la tenant maladroitement comme si elle risquait de tacher ses gants. Plusieurs invités tournèrent leur attention vers la petite pièce d'échec en ivoire, et des murmures reprirent l'air. Petronella Lawton s'approcha, le sourire crispé. « Où as-tu trouvé ça, ma chérie ?» demanda-t-elle à la jeune fille qui lui montra l'œil du doigt. « Près du composteur. Il était là, tout simplement. » La réaction de Madame Lawton fut vive et étrangement répétée. Edwin a dû le laisser tomber l'année dernière. Il insistait pour jouer dehors même en octobre. L'air humide, ça ne lui faisait aucun bien aux poumons. Elle rit, un rire cassant qui tomba à plat. Monsieur Fenwick, le poète, lui caressa le menton. Curieux endroit pour une tour, tout de même. À moins qu'il ne s'entraîne à ses fins de partie parmi les navets. Il y eut un petit rire, mais Mademoiselle Marple remarqua que Madame Lawton ne participait pas. Peu après, le déjeuner commença à se terminer comme d'habitude. Plats rassemblés, chaises pliées,
platitudes échangées, poignées de mains chaleureuses et promesses timides de futures visites. Mais Miss Marple resta quelques minutes de plus, son sac toujours à côté d'elle, le visage pensif. C'est alors que M. Goldsworthy sortit enfin de la maison, sa présence aussi discrète que ses cheveux grisonnants et ses chaussures de cuir souple. Il était grand, légèrement voûté, et portait un gilet qui semblait avoir été taillé quand il avait 20 ans de moins. Il évita tout contact visuel en entrant dans le jardin et marqua une brève pause, scrutant les tables désormais à moitié vides. Miss Marple, toujours polie, se leva et le salua. « Monsieur Goldsworthy, quel plaisir de vous voir. Cela fait longtemps que vous n'avez pas assisté à une réunion, n'est-ce pas ?» Il cligna des yeux, légèrement surpris. « Ah, oui, enfin, je n'en ai pas. Enfin, je trouve rarement le temps. » Il hésita, puis ajouta avec un faible sourire. « Trop de lecture, vous savez. »« J'espère que tout allait bien tout à l'heure, » dit-elle nonchalamment. Il y avait un sacré bruit dans la véranda. Il détourna le regard. « J'ai renversé une armoire. Quelle maladresse. » Sa voix, remarqua Miss Marple, était calme. Trop calme, comme celle d'un homme récitant un texte répété devant un miroir. Il s'excusa peu après et se dirigea vers le sentier qui menait à la ruelle, les mains dans les poches, les épaules voûtées. Enfin, Miss Marple s'approcha de son hôtesse, qui supervisait le retour des chaises pliantes au garage. « Quel délicieux déjeuner, Madame Lawton, » dit-elle chaleureusement. « Et c'est si gentil de votre part de nous avoir tous invités. Edwin aurait été ravi, j'en suis sûr. Petronella Surratt. Il aurait approuvé. Il aimait toujours les belles démonstrations de tradition. Merci d'être venu, Miss Marple. »« Encore une chose, » dit la vieille dame en se retournant. « Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer la broche d'évêque que vous portiez tout à l'heure. Elle est vraiment remarquable. » Petronella la toucha de ses doigts gantés. « Oui, Edwin me l'a offerte à notre mariage. Il disait que je le surpassais toujours avec le faux. Sentimental, vraiment. Et tout le service est comme ça, une broche pour chaque pièce. » Il y eut une lueur, si faible qu'elle en était presque imperceptible. « Non, » dit Madame Lawton. « Juste le faux. » Miss Marple sourit doucement et s'y détourne. Ce soir-là, de retour dans son cottage soigné, avec ses rosiers grimpants et son léger parfum de cire à la lavande, Miss Marple relut la lettre à la lumière de la lampe. Son thé était resté intact. Les mots se répétaient dans son esprit. La Beauvement. Elle repensa à la tour près du composteur, à la broche du faux, à l'étrange présence de M. Goldsworthy et au récit minutieux de Petronella. Une histoire, pensa Miss Marple, c'est comme un échiquier. Il y a les pièces que tout le monde voit, et puis les motifs sous-jacents, la stratégie que personne ne remarque avant qu'il ne soit trop tard. Et quelqu'un à Saint-Edwige, croyait-elle maintenant, jouait un jeu bien plus dangereux qu'on ne le pensait. 2 jours après le déjeuner du club d'échecs, une légère bruine adoucit l'air au-dessus de Saint-Edwige-sur-le-Wold. La pluie frappait poliment aux fenêtres, miroitait sur les toits d'ardoise et apportait un léger parfum de terre humide aux rues pavées. C'était le genre de temps qui incitait à honorer les rendez-vous et à révéler des secrets, 2 événements qui se produiraient presque simultanément au salon du presbytère cet après-midi-là même. Miss Marple arriva à 4 heures précises, son parapluie soigneusement fermé, ses gants impeccables malgré la distance à parcourir depuis son cottage. Elle avait accueilli l'invitation du révérend Caldecott avec une curiosité modérée. Il avait écrit dans son manuscrit soigné qu'il y avait une question délicate sur laquelle il espérait qu'elle pourrait lui donner son avis. Et même si Miss Marple mettait un point d'honneur à ne pas s'immiscer inutilement dans les affaires du village, elle était toujours prête à prêter l'oreille. Discrètement, son esprit, lorsque le ton d'une lettre laissait entrevoir un non-dit. Le salon du presbytère était un espace propre et chaleureux, rempli de meubles sérieux et du doux fouillis des intentions charitables. Napperons, versets brodés encadrés, une boîte à thé sur chaque table. Le révérend Caldecott se tenait près de l'âtre, réarrangeant nerveusement un vase de jonquilles. Son épouse, Mildred, versait le thé avec la sérénité tendue d'une femme habituée à recevoir mais n'appréciant jamais vraiment la compagnie. « Merci d'être venue, Miss Marple, » dit le vicaire en lui faisant signe de s'asseoir. Nous étions. Eh bien, nous avons eu une visite plutôt inhabituelle ce matin. Miss Marple s'assit et attendit patiemment, d'une voix douce et posée. C'était Flora Markham, dit Madame Caldecott, brisant enfin le silence. Elle est arrivée juste après le petit déjeuner, assez agitée.
Je lui ai offert du thé, bien sûr, mais elle n'y a presque pas touché. Elle a dit avoir besoin d'un accompagnement spirituel. Mais, bon, ce n'était pas exactement le genre de trouble spirituel dont elle parlait. Le révérend s'éclaircit la gorge. Il semble qu'elle croit que quelqu'un au village cache quelque chose d'effroyable. Concernant Edwin Lawton. À ces mots, mademoiselle Marple cligna lentement des yeux. Ah bon? Elle a dit avoir entendu quelque chose, poursuivit le vicaire en baissant instinctivement la voix. Le jour du déjeuner. Elle était rentrée se repoudrer le nez et est passée près de la véranda. Apparemment, M. Goldsworthy et Mme Lawton étaient à l'intérieur. Elle n'avait pas l'intention d'écouter aux portes, insista-t-elle, mais ils se disputaient. Pas fort, mais assez tendu. Et qu'est-ce qui a été dit? Demanda Mademoiselle Marple, la voix empreinte de calme. Madame Caldecott intervint. C'est là que c'est étrange. Elle n'entendit que quelques mots. Quelque chose comme « pas maintenant, c'est trop tard, puis tu aurais dû le détruire ». Elle trouva que M. Goldsworthy avait l'air effrayé. Elle dit n'avoir jamais entendu une telle peur chez un homme. Il y eut un silence. Miss Marple se redessina. Ce n'est peut-être rien, bien sûr, dit le vicaire, anxieux. L'imagination de Flora, peut-être. Ou le genre de malentendu qui survient quand on surprend une phrase à moitié. En effet, répondit Miss Marple en posant sa tasse. Et pourtant, cela concorde plutôt bien avec la lettre que M. Burkett a reçue, et la pièce d'échec trouvée près du composteur. Les Caldecott échangèrent un regard. « Vous croyez donc qu'il y a du vrai là-dedans » demanda Mildred, une pointe d'anxiété dans la voix. « Je crois, dit Miss Marple pensivement, que les gens disent beaucoup de choses dans les jardins, les salons et les vérandas. Mais bien peu d'entre eux se rendent compte qu'on les écoute, surtout lorsqu'ils s'imaginent que l'auditeur est inoffensif. » Elle se leva doucement. « Merci pour le thé, Madame Caldecott. »« Et révérend, si je puis me permettre une petite suggestion, bien sûr, gardez un œil sur vos recueils de cantiques. Et si quelqu'un s'intéresse soudainement aux registres paroissiaux des 5 dernières années, disons, demandez-vous ce qu'il espère trouver, ou cacher. » Et sur ce, elle partit. Plus tard dans la soirée, tandis qu'une pluie grise adoucissait les toits de chaume et les enseignes de Saint-Hedwig, Miss Marple fit une visite discrète à la bibliothèque du village. La bibliothécaire, Miss Dalrymple, une femme corpulente, passionnée de biscuits au gingembre et de catalogage, leva les yeux avec une légère surprise lorsque la cloche au-dessus de la porte tinta. « Mademoiselle Marple, dehors par ce temps, vous allez mourir. »« Oh, j'espère que pas tout de suite, » dit aimablement Mademoiselle Marple. « Je me demandais si vous aviez encore les bulletins paroissiaux dans vos archives. Ceux de l'été dernier, surtout ceux de juillet et août. » Mademoiselle Dalrymple pencha la tête. « Les bulletins? Je crois que nous gardons ceux de l'année dernière dans le tiroir de l'histoire locale. Pour la postérité, vous savez, une lecture absolument fascinante. » Mademoiselle Marple sourit. « En effet, je trouve que la postérité a souvent une bonne mémoire. » Elle apporta les exemplaires sur une table basse et commença à les feuilleter, son regard parcourant sans cesse les comptes rendus des comités, les annonces de vente de pâtisseries et les lauréats des concours de jardinage. Elle en avait presque terminé avec le mois d'août quand quelque chose attira son attention. Une petite photo. Elle montrait Edwin Lawton dans un champ de tournesol, souriant gêné à côté d'une jeune femme coiffée d'un chapeau à large bord. La légende disait « M. Lawton et Mademoiselle Flora Markham inspectent les plates-bandes des jardins familiaux de l'église. » Le regard de Mademoiselle Marple s'attarda. La plupart des villageois pensaient qu'Edwin Lawton était réservé, plutôt formel. Mais sur cette photo, il avait l'air, pas vraiment heureux, mais familier. Il y avait du réconfort dans sa posture, dans sa façon de se pencher légèrement vers Flora. Une complicité. Quelques pages plus loin, une autre annonce. Les dons à la mémoire d'Edwin Lawton seront acceptés à la salle des fêtes après la messe du dimanche. Tous les bénéfices seront reversés au fonds de restauration du club d'échecs. Mademoiselle Marple tapota légèrement du doigt. Fonds de restauration. Dance. Et qui tenait les cordons de la bourse maintenant? Elle rendit les bulletins à Mademoiselle Dalrymple avec un chaleureux remerciement et rentra chez elle dans le crépuscule humide, ses pensées s'aiguisant à chaque pas. La photo avait réveillé quelque chose. Pas de la jalousie, c'était un motif trop ancien. Mais peut-être de la peur. La peur de quelque chose longtemps cru enfoui, maintenant exhumé par la mort d'Edwin. Ce soir-là,
De l'autre côté du village, M. Goldsworthy était assis dans son bureau exigu au-dessus de la pharmacie, entouré de volumes ouverts et des cendres d'une pipe intacte. Une photographie, face cachée, était posée sur le bord de son bureau. Un pion d'échec était posé à côté. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il dépliait une autre, presque identique à celle envoyée à M. Burkett. Celle-ci disait « Tout commence par le faux ». Mais le pion n'oublie jamais sa place. Il froissa la lettre d'un geste tremblant et attrapa le téléphone. Sa main resta près d'une minute au-dessus du combiné avant de la retirer. Dehors, la pluie tombait en rideaux doux, apaisant les rues et masquant le malaise qui se répandait désormais comme du lierre sur Saint-Edwige. De retour à son cottage, Mademoiselle Marple déposa un pion blanc sur le rebord de sa fenêtre et s'assit en silence à côté, observant la pluie d'un regard entendu. L'échiquier était posé. Et quelqu'un, peut-être plus d'un, se préparait à passer à l'action. Le lendemain matin, le brouillard s'accrochait aux ruelles de Saint-Edwige-sur-le-Wold, enveloppant chaumières et lampadaires d'une sorte de secret chuchoté. C'était le genre de temps qui étouffait les bruits et approfondissait le silence, conférant au village une atmosphère feutrée et vigilante, comme si même les moineaux retenaient leurs pensées. Miss Marple prenait son petit déjeuner au coin du feu, des tartines beurrées avec précision, du thé à l'heure d'infusion, et le Daily Chronicle se repliait soigneusement sur les annonces mondaines. Elle avait pour habitude de commencer la journée non pas par les gros titres, mais par le récit discret des fiançailles, des décès et des déjeuners de charité. On pouvait en dire beaucoup sur un village ou une personne, par ce qui était mentionné dans les annonces, et surtout, par ce qui en était omis. L'article du jour sur le domaine d'Edwin Lawton était modeste. Feu M. Edwin James Lawton, de Lawton House, Saint-Edward-Wold, lègue la majeure partie de sa succession en fiducie à sa veuve, Madame Petronella Lawton. Aucun legs supplémentaire n'a été déclaré. Les sourcils de Miss Marple se froncèrent légèrement. Aucun legs supplémentaire. Curieux. Pour un homme aux habitudes d'Edwin Lawton, respectueux, cérémoniel et méticuleux, une telle simplicité semblait étrangement impersonnelle. Surtout pour quelqu'un connu pour son attachement au symbolisme. Elle l'avait entendu un jour décrire les échecs comme le seul jeu qui récompense l'héritage. Et pourtant, aucun héritage ne semblait avoir été laissé, au-delà de l'évident. Aucune mention de la Chaise Fellowship. Aucun clin d'œil aux sociétés historiques ou à l'Église. Et, plus remarquable encore, aucune mention de Flora Markham, dont le nom flottait ces derniers temps dans les conversations comme un mot dont on se souvenait presque. Miss Marple se leva, prit son manteau et ses gants et se dirigea vers la poste d'un pas ferme, mais calme qui lui permettait d'observer sans se faire remarquer. En passant devant la boulangerie, elle échangea quelques salutations polies avec Madame Dewberry, qui disposait des brioches au raisin dans la vitrine. Le sourire de la femme s'estompa lorsqu'elle se pencha. « Vous êtes au courant, Miss Marple? Monsieur Goldsworthy a fait une chute. Il a glissé sur le perron tôt ce matin. Le docteur Fielding est avec lui. » L'expression de Miss Marple n'a guère changé. « Mon Dieu, j'espère que ce n'est rien de trop grave. » Il était pâle comme un linge, chuchota Madame Dewberry. Il a dit qu'il avait trébuché sur un gratte-botte mal fixé, mais je pense que c'est le stress. Cet homme est plus tendu qu'une horloge de parquet depuis dimanche. Peut-être est-il simplement dépassé. Il n'est pas souvent invité aux réceptions mondaines. Madame Dewberry renifla doucement. On ne le voit pas souvent. Mais croyez-moi, il sait quelque chose. Il avait toujours l'air d'un homme qui a un secret. Miss Marple hocha la tête pensivement et continua son chemin. Au bureau de poste, elle attendit son tour derrière elle. Fenwick, qui tentait d'envoyer un colis à Brighton, bien qu'il ait mal écrit l'adresse et ne semblait pas au courant des tarifs postaux en vigueur. Miss Marple attendit patiemment, les yeux rivés sur le panneau d'affichage communautaire près du comptoir. Là, épinglé de travers, se trouvait un petit avis rédigé à la hâte, aux administrateurs de la succession de feu Edwin Lawton. Si vous cherchez la vérité, commencez là où le jeu s'est terminé. L'écriture n'était pas inconnue. Miss Marple l'avait déjà vue, sur la lettre pliée que M. Burkett lui avait remise. Le style était précis, mais dégageait une certaine urgence dissimulée, comme si l'auteur avait forcé la netteté entre ses dents serrées. Elle ne fit aucun commentaire, mais quand son tour arriva, elle posta une lettre à sa nièce à Torquay et demanda 2 feuilles de papier derrière le comptoir. Puis, s'enfonçant à nouveau dans le brouillard, elle se dirigea non pas vers sa maison, mais vers Lawton House.
Le majestueux bâtiment en briques se dressait à l'orée de la verdure, le lierre grimpant le long de sa cheminée gauche tel un soupir permanent. Petronella Lawton ouvrit elle-même la porte lorsque Miss Marple frappa. Elle portait une robe de chambre en soie aux plis marqués et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Miss Marple, dit-elle avec une grâce mesurée. Entrez, s'il vous plaît. Pardonnez-moi la situation. Je viens juste de terminer mon entretien avec le notaire. Je ne vous dérangerai pas longtemps, dit Miss Marple doucement. Mais j'avais une question, ou plutôt une curiosité. Ah bon? Je me demandais si vous aviez encore l'échiquier qu'Edwin utilisait pour jouer par correspondance. Celui qu'il gardait près de la fenêtre de la véranda. Il m'a semblé être un très bel ensemble. Il y eut un silence, bref mais tendu. La véranda est en cours de réorganisation, dit Petronella. J'ai déplacé la plupart des affaires d'Edwin dans le bureau. J'ai bien peur d'avoir déjà rangé l'échiquier. Bien sûr, murmura Miss Marple. Il aimait tellement cet échiquier. Je me souviens qu'il disait qu'il pouvait voir toute la partie, même en silence. Un vrai cadeau. Petronella inclina légèrement la tête. Vraiment? Oui, dit Miss Marple doucement. Même si certains pourraient dire qu'il en a vu plus qu'il n'était censé. L'expression de Petronella vacilla. Juste une fois. Veuillez m'excuser, dit-elle sèchement. Je dois répondre à un appel téléphonique. Mais merci d'être passé, Miss Marple. En partant, Miss Marple ne se retourna pas. Elle en avait assez vu, dans l'hésitation, dans le déplacement surexpliqué d'un échiquier chéri, dans cette posture experte qui craquait à la moindre observation. Ce soir-là, alors que les lampadaires vacillaient sous la brume qui se dissipait, une silhouette arriva au cottage de Miss Marple. C'était M. Burkett, le manteau humide et le regard méfiant. « J'ai reçu une autre lettre, dit-il sans préambule, la lui tendant comme un homme se débarrassant d'un fil électrique sous tension. Miss Marple la déplia à la lumière de la lampe. « Vous avez le pion. Maintenant, demandez qui l'a déplacé. » Elle leva les yeux. « Vous avez trouvé le pion, Monsieur Burkett, près du tas de compost, n'est-ce pas ?» Il hocha la tête. « L'enfant l'a trouvé. Mais je l'ai ramassé. Et je l'ai gardé. J'avais l'impression de ne pas la jeter. » Comme si elle signifiait quelque chose. Miss Marple plia la lettre et la plaça à côté de la première. « Dites-moi, » dit-elle doucement, « avez-vous déjà vu Petronella mentir ?» Burkett hésita. « Non, pas mentir. Mais, elle joue avec les gens, comme aux échecs, depuis toujours. Et Edwin, trop loyal pour l'arrêter. Mais ces derniers temps, il était distant, distrait. Je crois qu'il préparait quelque chose. » Miss Marple hocha la tête, son regard se portant sur la petite étagère où se trouvait toujours le pion blanc, sentinelle solitaire dans la pénombre. « Je crois, » dit-elle doucement, « que la partie d'Edwin ne s'est pas terminée à sa mort. Elle s'est simplement interrompue. Et quelqu'un, quelque part, craint terriblement qu'il ait laissé derrière lui un geste imprévisible. » Dehors, la brume tourbillonnait à nouveau sur le village, voilant toit et cheminée, laissant derrière elle le silence d'une partie inachevée. Et Miss Marple, assise dans la chaude lumière de son salon, savait une chose avec une clarté absolue. Avant que la dernière pièce ne soit jouée, quelqu'un d'autre à Saint-Edwige serait retiré de l'échiquier. Il était un peu plus de midi lorsqu'un coup retentit dans l'étroit couloir du cabinet du docteur Fielding, une modeste maison en briques rouges à côté de la place du village, plus connue pour sa chaleureuse salle d'attente lambrissée que pour l'efficacité de sa réceptionniste. Miss Marple entra non pas en tant que patiente, mais en tant que vieille amie. Le bon docteur, un homme grand aux cheveux gris clairsemés et qui avait l'habitude de se frotter les tempes lorsqu'il était plongé dans ses pensées, l'accueillit avec une chaleur prudente. « Jane, » dit-il en la faisant entrer, « vous êtes ici soit pour une tasse de thé, soit pour une vérité que je n'ai pas encore décidé de partager. » Miss Marple lui adressa un sourire doux. « Eh bien, ce pourrait être les deux, mais seulement si vous avez un moment de libre. » Le docteur Fielding la conduisit dans son cabinet de consultation, qui sentait légèrement le liniment et le tabac à pipe. Il lui indiqua une chaise, puis referma la porte avec un léger clic. « Je ne vous demanderai pas comment vous savez que j'ai vu M. Goldsworthy. J'habite ce village depuis assez longtemps pour comprendre que votre savoir arrive rarement par les voies traditionnelles. »« C'est la méthode des murs, » répondit Miss Marple d'un ton doux en dépliant ses gants. « Une part de curiosité, 3 parts d'observation, et une pointe de spéculation entendue. Maintenant, dites-moi, comment va-t-il? »
Le docteur Fielding s'appuya contre le bord de son bureau et croisa les bras. C'est que... Mais la chute était superficielle, surtout des contusions et une entorse à la cheville. Ce qui m'inquiète davantage, c'est son état nerveux. Il est pâle, ses mains tremblent, et quand je lui ai demandé comment c'était arrivé, il a donné 3 versions différentes en autant de minutes. Miss Marple hocha la tête. Cela concorde avec ce que j'ai vu. Et a-t-il mentionné Edwin Lawton? Il y eut un silence. Pas nommément, admit le médecin, mais il a dit quelque chose d'étrange. Pendant que je pansais sa cheville, il a murmuré « Je n'ai jamais voulu de la tour. Ce n'était pas à moi de la tenir. » Puis il s'est complètement figé. Miss Marple plissa légèrement les yeux. La tour. Elle laissa les mots flotter dans l'air avant de se relever lentement. Merci, docteur. On n'aime pas insister auprès d'un homme en détresse, mais il me semble que M. Goldsworthy est plus près de la vérité qu'il ne peut le supporter. Plus tard dans l'après-midi, le brouillard commença à se lever, révélant le village avec son charme pittoresque habituel. Clôture en pierre, toit de chaume, et taillé avec une politesse conforme. Mais pour ceux qui sont habitués à ces choses, un subtil changement s'était opéré. L'air semblait plus tendu, les regards échangés entre villageois un peu trop rapides, trop répétés. À Lawton House, Madame Petronella Lawton avait convoqué le révérend Caldecott pour ce qu'elle appelait une question de dignité. Il arriva avec sa courtoisie habituelle, chapeau à la main, et fut conduit directement au bureau de feu Edwin. Elle n'avait apporté que des modifications minimes à la pièce, quelques livres réorganisés, les rideaux tirés davantage pour laisser entrer plus de lumière, un hortensia frais sur le bureau. Mais l'air portait toujours la présence d'Edwin, précise, silencieuse et vaguement suffocante. « J'ai reçu une lettre, dit-elle sans cérémonie en posant l'enveloppe sur le bureau. Non signée. Elle prétend que mon défunt mari a révisé son testament. » Le révérend cligna des yeux. « Revise? Quand? Ce n'est pas précisé. Mais d'après le mot, il y a un document caché dans la maison qui contredit les archives publiques. Que Edwin avait l'intention de léguer quelque chose, peut-être même tout à quelqu'un d'autre. Et vous y croyez? » Sa bouche se pinça. « Je crois que les gens mentent pour nuire. Celui qui a envoyé cela a l'intention de me contrarier, de perturber ma tranquillité d'esprit. Et je ne le permettrai pas. » Le révérend s'approcha. « Puis-je voir la lettre? » Elle hésita, puis la lui tendit. « Vous contrôlez l'échiquier, mais pas le jeu. Le roi a joué un dernier coup. Regardez où il pensait. » Caldecott l'a lu 2 fois. Où il pensait. Que pensez-vous que cela signifie? Exhala Petronella. C'est dénué de sens. Edwin n'avait pas de secret. Mais même pendant qu'elle parlait, ses yeux se sont précipités vers la bibliothèque. Le révérend a suivi son regard. Ce bureau, a-t-il dit soudainement. Edwin l'a-t-il souvent utilisé? Elle se raidit. Il a préféré écrire sur sa chaise de grand livre. A déclaré que le bureau était trop moderne. Le révérend s'est croisé au bureau et a porté une main le long de la surface polie, puis a ouvert le tiroir supérieur. Trombone, cire d'étanchéité, enveloppe vierge. Rien d'inhabituel. Mais dans le deuxième tiroir, en rendant une pile de cartes de correspondance inutilisées, il a trouvé une feuille de score d'échecs. Pas de date, pas de nom de l'adversaire. Juste une séquence de mouvements. C'est terminant brusquement. Aucune notation finale. Il la retournait. Dans un petit crayon fané, une seule ligne. King to Bishop S3. Si vous le trouvez, pardonne-moi. Le révérend Caldecott leva les yeux lentement. Les mains de Petronella serraient les plis de sa jupe. C'est un non-sens, a-t-elle dit, trop rapidement. Juste une de ses habitudes stupides. Il annoterait de vieux jeux comme les entrées du journal. A-t-il souvent demandé pardon dans ses journaux intimes? Elle n'a rien dit. Le même soir, Mademoiselle Marple s'est assise dans son salon avec les 2 lettres de M. Burkett disposées sur la table devant elle. Elle avait commencé à les assembler non pas comme des messages isolés, mais comme une conversation. Quelqu'un essayant de se confesser sans se révéler. La tour, le pion, l'évêque, et maintenant le roi. Quelqu'un cartographiait le jeu en métaphore, superposant des indices dans les pièces. La lettre à Burkett, le jeu n'est pas terminé. La Weber Recite. Le second, vous avez le pion. Maintenant, demandez qui l'a déplacé. Et maintenant le dernier message à Madame Lawton. Le roi a fait un coup final. Regardez où il pensait. Mademoiselle Marple a récupéré un vieux cahier du placard et a commencé à esquisser un échec.
Elle a placé des initiales où chaque pièce était apparue métaphoriquement. R pour Rook par le compost, P pour le pion avec Burkett, B pour l'évêque porté comme une broche, et maintenant K pour King, lié à Edwin et à son étude. Elle fit une pause. Un roi, faisant un dernier mouvement. Une lettre de pardon. Un testament caché. Elle pensa à Edwin, qui est, méthodique, négligé dans sa propre maison. Mais peut-être pas si passif après tout. Peut-être qu'Edwin Lawton avait joué un long match, qui n'avait pas terminé avec sa mort, mais qui a commencé là-bas. Et peut-être, juste peut-être, il avait quitté le conseil d'administration, de sorte que ceux qui pensaient qu'il contrôlait finiraient par glisser. Comme M. Goldsworthy. Comme Petronella. Et si les instincts de Miss Marple étaient corrects, la prochaine décision ne serait pas une menace. Ce serait un camarade de contrôle. Au moment où le train du jeudi matin est arrivé de Norwich, ses roues soupirant contre les voies humides et son coup de sifflet qui coupe le brouillard qui s'attardait encore sur les prairies de Saint-Edwige sur le monde, le maître de poste du village avait déjà diffusé un mot à ce qu'un visiteur était attendu. Pas n'importe quel visiteur, attention, mais un avocat de M. Clément Broom, par profession, selon la nièce de la belle-sœur du maître de poste, un ancien adversaire d'échecs de feu Edwin Lawton. Mademoiselle Marple a entendu parler de l'arrivée du monsieur non pas par la spéculation, mais par une lettre. Il était venu la veille, écrit dans une main, légal et signé avec un modeste épanouissement. Chère Miss Marple, bien que nous ne soyons pas accessibles, je comprends à partir de contacts mutuels que vous pouvez avoir un aperçu de la question entourant feu les affaires privées de monsieur Edwin Lawton. On m'a demandé de donner quelque chose d'important en personne. Je devrais être le plus obligé si nous pouvons parler, à votre commodité, à mon arrivée à Saint-Edwige. Il était simplement signé, Clément Broom, QC, l'après-midi même, M. Broom arriva au cottage de Miss Marple avec une révérence courtoise et une valise en cuir. Il était grand, anguleux, le teint pâle et des manières qui suggéraient la retenue plutôt que la froideur. Il ne s'assit pas avant qu'elle ne l'Y-invite. « Je représente la succession légale de monsieur Edwin Lawton, commença-t-il. Ou plutôt, je l'ai fait. Officiellement, son testament a été exécuté il y a 6 semaines. Mais, il marqua une pause, déverrouilla la valise et sortit un dossier. Il y a 3 jours, un colis est arrivé à mon bureau de Norwich. Il n'avait pas d'adresse de retour. L'écriture était familière. Il ouvrit le dossier et déposa devant elle une mince liasse de vieux papier, attachée avec une ficelle rouge. Un second testament. Miss Marple se pencha en avant, ses yeux bleus perçants sous leur dentelle de rides délicates. Il est daté d'accent grave peine 6 jours avant la mort d'Edwin, expliqua M. Broom. Il a été attesté par 2 de ses connaissances du club d'échecs, l'une est aujourd'hui décédée, l'autre difficile à localiser. Mais le document semble authentique. Il contient une clause curieuse. Il déplia les pages et désigna un paragraphe écrit de l'écriture impeccable d'Edwin Lawton. Je lègue le contenu du coffret en acajou rouge, situé derrière le faux panneau de la bibliothèque de mon bureau, à Miss Flora Markham, dont j'ai mis la patience à rude épreuve et dont je n'ai jamais mérité le silence. Les lèvres de Miss Marple s'entr'ouvrirent légèrement. Elle resta silencieuse un long moment. Ce coffret, dit-elle enfin, n'a pas encore été retrouvé. Non, répondit Broom. Et je soupçonne Petronella d'ignorer l'existence du panel. La voix de Miss Marple était basse. Ou fait semblant. Pendant ce temps, à Lawton House, Petronella Lawton se tenait dans le bureau, dos au feu. La lettre qu'elle avait reçue 2 jours plus tôt gisait sur le bureau, froissée mais non jetée. Ces mots la hantaient. Vous contrôlez l'échiquier, mais pas la partie. Elle avait fouillé chaque centimètre carré des affaires d'Edwin, convaincue qu'il ne restait plus rien pour la surprendre. Mais la découverte de la feuille de score d'échecs, aussi énigmatique fut-elle, la troubla profondément. Il l'avait écrite de son vivant. C'était certain. Et maintenant, pour couronner le tout, elle avait entendu par la plus douteuse des sources, la plus jeune de Madame Hartley, qu'un étranger était arrivé le 12h05. Un notaire. Un homme avec des papiers. Petronella savait ce que cela signifiait. Quelqu'un menaçait de la détruire. Elle se dirigea de nouveau vers l'étagère. Une main effleura le dos de vieilles encyclopédies et de manuels d'échecs. Puis, comme par instinct, elle tapota 2 fois contre le bois, en bas à gauche, à côté du volume annoté d'Edwin, les jeux complets de Capablanca. Un son creux lui répondit. Elle se figea, puis appuya.
Avec un léger clic mécanique, le panneau se déplaça vers l'intérieur. Là, à l'intérieur, se trouvait une boîte. Acajou rouge, coin en laiton terni par le temps. Elle tendit la main vers elle, puis s'arrêta. Sa main trembla. Elle prit une inspiration, retira la boîte et la posa délicatement sur le bureau. Le couvercle grinça en s'ouvrant. À l'intérieur se trouvait une lettre pliée, une photographie et une tour noire. Sous la doublure, une enveloppe scellée portait le nom de Miss Flora Markham. Pendant un long moment, Petronella fixa la tour. La tourbière brillait comme un témoin. Son cœur battait la chamade. Puis, rapidement, impulsivement, elle ferma le couvercle, le verrouilla et remit la boîte dans le panneau caché. Elle déciderait de la suite des événements quand sa respiration ralentirait. Ce soir-là, Miss Marple rendit visite à Flora Markham. La jeune femme vivait dans une modeste maison héritée de sa grand-tante, juste à l'extérieur du village, où les laissait place à des bosquets de mûriers et le chemin se rétrécissait à un seul chemin boueux. Flora ouvrit la porte dans un cardigan beaucoup trop grand pour sa silhouette, les cheveux attachés en arrière avec effort mais sans conviction. « Miss Marple, dit-elle, les yeux écarquillés. Puis-je entrer, ma chère? Juste un instant. » Flora hocha la tête et s'écarta. L'intérieur était propre mais vide, comme une maison qui apprend encore à être un foyer. Une seule photo de son défunt père était posée près de la fenêtre. Il n'y avait pas de musique, pas d'odeur de pâtisserie, pas de désordre, seulement le bourdonnement d'une bouilloire sur le feu. Miss Marple s'assit, refusa le thé et regarda son hôte avec bienveillance. « Ma chère, dit-elle doucement, Edwin a-t-il déjà parlé d'une boîte cachée ?» L'expression de Flora changea. Un silence, puis un lent hochement de tête. Il a dit une fois, s'il lui arrivait quelque chose, il y aurait un message. Quelque chose qu'on ne pourrait pas dire à voix haute. Mais il ne m'a jamais dit où. L'aimiez-vous? Demanda Miss Marple. Flora détourna le regard. J'aimais qu'il était quand personne d'autre ne regardait. Alors vous devriez savoir, il a essayé de vous protéger. Même à la fin, les yeux de la jeune fille s'emplirent de larmes, mais ne se baissèrent pas. Madame Lawton a trouvé la boîte, poursuivit Miss Marple. Mais elle ne comprend peut-être pas encore ce qu'elle tient entre ses mains. Ou peut-être se demande-t-elle quoi en faire. Florida glottit. Tu crois qu'elle va la détruire? Miss Marple secoua la tête. Non, pas encore. Voyez-vous, ma chère, Petronella Lawton est bien des choses. Impitoyable, certes, mais pas négligente. Elle joue aux échecs mentalement, pas seulement sur l'échiquier. Et elle sait qu'un coup décisif, une fois joué, est irréversible. La bouilloire siffla en arrière-plan, long et bas. Dehors, les étoiles commençaient à apparaître derrière des nuages. À l'intérieur, Miss Marple prit doucement la main de Flora. La vérité, dit-elle doucement, est une créature patiente. Et c'est presque à vous de jouer. Le lendemain matin arriva, avec un vent frais d'ai et un soleil pâle et hésitant qui projetait de longues ombres sur les ruelles du village. À Saint-Edwige-sur-le-Wold, le calme du début du printemps n'était plus reposant. C'était un silence d'anticipation, comme l'instant qui précède le déplacement de la dernière pièce d'un échiquier. À sa table de petit-déjeuner, Miss Marple remuait lentement son thé, relisant les notes qu'elle avait prises lors de ses conversations avec M. Broom, Flora Markham et le révérend Caldecott. Elle avait recoupé les lettres reçues, les indices énigmatiques concernant les pièces d'échecs et maintenant l'existence du coffre caché. Elle n'en avait pas vu le contenu elle-même, mais elle n'en avait pas besoin, pas encore. La forme de l'histoire se précisait, comme toujours lorsqu'on s'intéressait non pas aux faits eux-mêmes, mais au schéma de comportement qui les entourait. Il manquait encore une pièce au puzzle. Non pas une personne, ni un mobile, mais un moment. Un changement dans le jeu. Qu'est-ce qui s'était passé? Edwin Lawton aperçut, ou craint, dans ces derniers jours qu'il avait poussé à réécrire son testament, à laisser un message à Flora et à le cacher si délibérément. Elle soupçonnait que la réponse résidait non seulement dans ce qui avait été caché, mais aussi dans celui qui l'avait aidé à le cacher. Elle décida donc d'aller rendre visite au seul homme du village dont la présence était restée, jusque-là, curieusement silencieuse, Basil Fenwick. M. Fenwick vivait dans une étroite maisonnette derrière la vieille école, entourée de haies envahissantes et d'un jardin depuis longtemps soumis à la volonté du thym sauvage et des pissenlits. Miss Marple le trouva assis à une table en fer branlante au fond, griffonnant dans un carnet relié en cuir avec un stylo-plume qui avait visiblement connu des jours meilleurs.
Il leva les yeux à son approche et lui adressa un mince sourire. Ah, la dame de la logique et de la dentelle. Je me demandais quand vous viendriez. Bonjour, monsieur Fenwick. J'espère ne pas vous déranger. Pas du tout. Veuillez vous asseoir. Le jardin est en désordre, mais les pensées ici sont parfois bien entretenues. Miss Marple s'assit avec grâce. Vous étiez proche d'Edwin, n'est-ce pas? Nous jouions aux échecs ensemble tous les mercredis après-midi, répondit Fenwick. En silence, la plupart du temps. Edwin n'était pas très bavard. Mais il avait le don de deviner le coup que vous pensiez jouer. Vous a-t-il déjà parlé de son testament? Fenwick haussa un sourcil. Non, mais il m'a demandé, peu de temps avant sa mort, si j'avais déjà joué une partie en sachant que je ne gagnerais pas. Et qu'avez-vous dit? J'ai dit la seule chose qu'un homme puisse dire. Que parfois, ça vaut le coup de jouer quand même, juste pour voir ce que son adversaire révèle. Miss Marple le regarda un long moment. Je crois que vous avez été témoin du Nouveau Testament. Sa main, tenant la plume, s'arrêta. Oui. Et l'autre témoin. Un certain Legan a quitté le village le mois dernier. Un emploi dans les chemins de fer du Northumberland. Miss Marple hocha légèrement la tête. Et vous avez gardé le silence. Pourquoi? Fenwick posa sa plume. Parce qu'Edwin me l'a demandé. Il a dit que le testament ferait surface en temps voulu, et que jusque-là, en parler ne ferait que nuire. Il espérait que je comprendrais. Vous pensez qu'il savait que quelqu'un essaierait de le cacher? Fenwick eut un rire sombre. Il ne pensait pas, il savait. Cette maison, il fit un geste vague vers Lawton House, était une forteresse stratégique. Edwin comprenait mieux que quiconque que Petronella se servait des gens comme s'ils étaient des pions. Miss Marple inclina la tête. Et l'avez-vous déjà vu, outrepasser les règles? Il y eut un silence. Elle a un jour fait renvoyer une jeune femme de chambre pour vol, une broche, je crois. La jeune fille a juré son innocence. Edwin l'a cru. Mais la broche n'a jamais été retrouvée, et la jeune fille est partie en disgrâce. 2 semaines plus tard, Petronella le portait à une garden party. Le visage de Miss Marple resta serein, mais ses pensées s'aiguisèrent. Et vous jouiez encore aux échecs avec eux deux? Ce n'était jamais une question de jeu, Miss Marple. C'était une question de regarder. Ce même après-midi, Petronella Lawton était assise à son bureau, les yeux fixés sur l'enveloppe non ouverte adressée à Flora. La photo de la boîte gisait maintenant face cachée sous un buvard. La tour noire était toujours assise près de son verre de sherry, inerte mais lourde de sous-entendus. Elle avait passé la nuit à se tourner et se retourner, hantée par la voix douce d'Edwin et son esprit plus vif, se souvenant des choses qu'il ne disait jamais à voix haute mais qu'il transmettait toujours d'une manière ou d'une autre. Il avait su. C'était clair maintenant. Il savait qu'elle avait manipulé le Premier Testament, qu'elle avait discrètement menacé Flora, qu'elle l'avait poussée à rompre ses derniers attachements au cours de ces derniers mois amers. Pourtant, il ne l'avait pas dénoncé. Pas directement. Il avait joué à un jeu plus long. Et ce faisant, il l'avait laissé piéger, coincé entre le silence et la honte. Lorsqu'on frappa à la porte, elle savait déjà qui ce serait. Monsieur Clément Broom entra dans le salon d'un air professionnel, une chemise en cuir à la main. « J'espère que vous avez reçu mon message, dit-il. » Dit-elle. Petronella fit un geste vers le fauteuil. « Si vous êtes venu me forcer la main, monsieur Broom, je vous suggère d'y réfléchir à 2 fois. Il y a des choses dans cette boîte qui, si elles étaient rendues publiques, feraient plus que modifier un testament. Elles briseraient des réputations. » Broom resta assise, imperturbable. « Mon seul intérêt est de m'assurer que le dernier testament légal de monsieur Edwin Lawton soit reconnu. Que le contenu de cette boîte vous trouble personnellement ou non est, je le crains, sans rapport avec la loi. » Elle plissa les yeux. « Vous croyez qu'il s'agit de droit? » « Je crois, dit Broom doucement, qu'il s'agit d'héritage. Edwin Lawton a fait un dernier geste. Vous pouvez soit l'honorer, soit tenter de le nier. Mais sachez que d'autres parlent déjà. Mademoiselle Marple, en particulier, a rassemblé plus de pièces que vous ne l'imaginez. » Petronella se leva brusquement. « Laissez-la faire. Le village a toujours adoré les scandales. Mais pas, je pense, quand le scandale révèle de la cruauté. » Elle se détourna, agrippant le rebord de la cheminée. La pièce était devenue plus froide. « Je suppose, dit-elle après un long silence, que vous voudrez remettre l'enveloppe à mademoiselle Markham vous-même. »« Je le ferai. » Petronella hocha la tête sans se retourner. « Alors, prenez-la. Et la photo aussi. Il voulait qu'elle la voie aussi. »
Broom rassembla les objets sans un mot et se leva. En arrivant à la porte, elle dit, « Vous savez, elle ne l'aimait pas comme il le pensait. Pas vraiment. » Broom marqua une pause. « Peut-être pas, mais elle ne l'a pas trahi non plus. » Et sur ce, il partit. Ce soir-là, alors que le crépuscule filtrait sur les toits de Saint-Edwige comme un foulard de soie, Miss Marple revint de sa promenade et trouva un message qui l'attendait sur le pas de sa porte. C'était un pion. Pas une lettre. Pas un mot. Juste le morceau lui-même, soigneusement placé sur une enveloppe blanche. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une courte ligne, griffonnée de la main distinctive d'Edwin Lawton. Le chevalier tombe pour que la reine puisse voir. Miss Marple tint le mot dans la lumière déclinante et comprit. Demain, quelqu'un tomberait. Et la reine, si elle le voulait bien, finirait par affronter la vérité. Le soleil se leva timidement sur Saint-Edwige le lendemain matin, peignant les toits d'un doux ambre et brossant les haies d'or. Mais il n'y avait guère de chaleur. Le village semblait à l'étroit, comme s'il retenait son souffle. En milieu de matinée, la nouvelle s'était répandue. Miss Flora Markham avait reçu un legs privé provenant des biens personnels d'Edwin Lawton. La nature exacte de ce legs restait spéculative, mais la source était irréfutable, remise par M. Clément Broom en personne et vérifiée par rapport au Second Testament récemment refait surface. À midi, la rumeur avait atteint la poste, l'épicerie et le perron du presbytère. À Lawton House, Petronella se tenait seule dans le bureau, immobile, fixant l'emplacement vide sur l'étagère où la boîte cachée reposait quelques heures auparavant. Le panneau avait été poussé. Le mécanisme se referma. Mais il aurait tout aussi bien pu être entr'ouverte, car tout le village le savait désormais. Ses doigts se crispèrent sur le bord du bureau. Une tempête approchait, non pas de météo, mais de conséquences. L'enveloppe destinée à Flora avait été prise. La photo aussi. Et bien que personne n'ait parlé ouvertement de son contenu, Petronella le sentait, des murmures se succédaient, des regards, un jugement dans la façon dont la femme du vicaire la croisait dans le chemin sans un mot. Mademoiselle Hartley avait entièrement traversé la rue. Et pourtant, Mademoiselle Marple n'avait pas appelé. Ce silence la troublait plus que les voix. Mademoiselle Marple, quant à elle, avait passé la matinée à s'occuper de son jardin. Une parcelle d'élébores fanés avait besoin d'être éclaircie, et les dahlias devaient être retournés avant les gelées. Mais son esprit, comme ses mains, restait occupé. Elle revoyait la dernière note encore et encore. Le chevalier tombe pour que la reine puisse voir. Qui était le chevalier? M. Goldsworthy, peut-être, l'homme craintif dans la véranda, intimidé par les secrets et empêtré dans quelque chose de plus grand que lui. Ou M. Fenwick, qui avait signé un testament et n'avait rien dit pendant des semaines. Ou même Edwin lui-même, sacrifié à dessein, offrant un dernier coup pour révéler une vérité plus profonde. Et la reine? C'était clair. Petronella Lawton. Elle avait dirigé sa maison, son mariage et même le village avec l'assurance froide de quelqu'un qui se croyait en avance. Mais maintenant, son jeu se dénouait. La question demeurait. Résisterait-elle jusqu'au bout ou s'éloignerait-elle avant que le coup final ne soit porté? Cet après-midi-là, Flora Markham apparut sur le pas de la porte de Miss Marple. Elle se tenait maladroitement, une enveloppe à la main, les yeux rouges mais résolus. « Je l'ai lu » dit-elle doucement, tandis que Miss Marple la faisait entrer. Ils s'assirent dans le salon, les tasses de thé intactes entre eux. A-t-il dit pourquoi? Demanda doucement Miss Marple. Flora hocha la tête, la voix tremblante. Il a dit qu'il était désolé de son silence, qu'il aurait dû me défendre, il avait essayé de réécrire ce qu'il ne pouvait pas défaire dans la vie. Il voulait me laisser quelque chose de valeur, pas de l'argent, pas des biens, mais une vérité, quelque chose que personne ne pourrait contester. Elle posa la photo sur la table. On y voyait Edwin assis à côté de Flora, souriant, pas le sourire figé et formel qu'il réservait au village, mais quelque chose de plus doux. Elle le regardait, pas l'appareil photo. Il y avait de la tendresse là-dedans. Pas de romance, peut-être, mais quelque chose de non-dit et de loyal. Miss Marple l'étudia longuement, puis leva les yeux. Et maintenant? Flora prit une inspiration tremblante. Maintenant, je crois que je dois l'affronter. Miss Marple pencha la tête. Pas pour me venger, j'espère. Non, dit Flora, mais pour tourner la page. Je veux qu'elle sache que je sais, qu'il a vu telle qu'elle était, finalement. Miss Marple hocha la tête. Alors, prenez garde.
Une reine qui se croit encore sur le plateau risque de s'emporter avant de céder. À 3 heures précises, Flora se tenait devant la lourde porte de Lawton House. La servante qui l'ouvrit parut surprise, puis nerveuse. « Dites à Madame Lawton que je suis venu la voir. » dit Flora d'une voix posée. Quelques instants plus tard, Petronella apparut sur le seuil du bureau, la posture rigide. « On m'a dit que M. Broom avait remis la lettre, » dit-elle froidement. « Vous l'avez lue, je suppose. »« Oui. Alors je suppose que vous allez l'agiter comme une bannière. »« Non, » dit Flora calmement. « Je n'en ai pas besoin. Les gens savent déjà quel genre d'homme était Edwin. Et quel genre de femme vous êtes. » L'amtoira de Petronella s'assera. « Attention, Mademoiselle Markham. Vous marchez sur une glace mince. »« Non, Madame Lawton. Je marche sur un terrain stable. » Pour la première fois depuis longtemps. Elle posa la photo sur le bureau. « Je ne suis pas venu ici pour vous prendre quoi que ce soit. Je suis venu pour vous rendre ce que vous avez essayé de détruire. » Puis elle se retourna et sortit, les épaules droites. Petronella resta là longtemps après son départ, la photo à la main. Son souffle devint court, ses pensées tournoyaient. Quelque chose craqua, doucement, comme de la porcelaine dans une autre pièce. Elle s'assit lourdement dans le vieux fauteuil d'Edwin, maintenant bien trop grand pour sa silhouette, et pleura. Ce soir-là, Miss Marple offrit un dîner tranquille au révérend Caldecott et au docteur Fielding, tous deux préoccupés ces derniers jours par l'évolution des tensions au village. « Elle s'effondre, » dit doucement le révérend. « Je l'ai vue de la fenêtre. » Elle se tenait simplement sur la pelouse, le regard perdu, comme si elle avait été mise en échec et mate dans son propre jardin. « Peut-être, » répondit Miss Marple, « pas par un autre joueur, mais par le temps. Elle ne partira pas, cependant, » dit le médecin. « Pas de son plein gré. »« Non, » dit Miss Marple, « mais elle pourrait se retrouver, repositionner. » Ils restèrent assis un moment en silence. Puis Miss Marple fouilla dans son panier à broderie et en sortit le pion laissé sur le pas de sa porte. Elle le plaça au centre de la table. « Le pion qui a atteint le bout, » dit-elle doucement. « Transformé, non par la force, mais par la vérité. » Les hommes le regardèrent, puis la regardèrent. « Et maintenant ?» demanda le révérend. « Maintenant, » dit Miss Marple en se levant pour remplir la théière, « nous attendons. La dernière pièce est presque en place. » Dehors, le vent tournait, soulevant des pétales de l'allée du jardin. À l'intérieur, l'observateur le plus silencieux du village se préparait au dernier mouvement. C'était un vendredi d'un calme inhabituel. La brise était tombée à zéro, et même les oiseaux semblaient hésiter à troubler le silence qui s'était installé sur Saint-Edwige-sur-le-Wold. Dans les salons, les cuisines et les devantures des boutiques du village, on sentait que quelque chose d'inévitable approchait. Non pas une tempête, mais un règlement de compte. Miss Marple, se levant plus tôt que d'habitude, s'habilla avec soin et ajouta un doux châle gris sur ses épaules. Elle arrosa ses fougères d'intérieur, rédigea un bref mot à sa nièce de Torquay, puis glissa une feuille de papier pliée dans son sac à main. À 9h30, elle était en route pour Lawton House. Elle n'était ni invitée, ni attendue. Mais Miss Marple avait constaté, après de nombreuses années d'observation discrète, que les portes ont tendance à s'ouvrir plus facilement à ceux qui frappent calmement et parlent comme s'ils étaient déjà là. « Oh, pardonnez !» Petronella Lawton ouvrit elle-même la porte. Son apparence avait changé. Pas de façon spectaculaire, ses cheveux étaient toujours impeccables, son chemisier impeccablement repassé, mais son expression était d'une fragilité nouvelle. Les yeux d'une femme qui avait passé la nuit à se tourner vers elle-même, pour finalement découvrir qu'il n'y avait pas d'issue. « Mademoiselle Marple, » dit-elle d'un ton neutre. « Je me demandais si vous pourriez m'accorder quelques minutes, » répondit Mademoiselle Marple. « Pour la vérité. » Il n'y eut pas de soupir théâtral, pas de fausse civilité. Petronella s'écarta sans un mot et la conduisit dans le bureau. La pièce était sombre, les rideaux à moitié tirés. L'échiquier était dressé comme s'il attendait une partie, bien qu'aucune pièce n'ait été placée. Mademoiselle Marple s'assit dans le même fauteuil qu'Edwin avait autrefois préféré, celui près de la bibliothèque, près de l'espace désormais vide où le panneau secret avait été ouvert. Elle joignit les mains sur ses genoux et regarda doucement son hôte. « J'imagine que vous savez pourquoi je suis ici. » Petronella se servit un verre de sherry, sans toutefois le boire. « Vous êtes venu me faire la morale. »« Non, » dit doucement Miss Marple. « J'ai appris à vous comprendre. Il y a une différence. » La voix de Petronella était sèche. « Et que pensez-vous qu'il faille comprendre »
Que Edwin le savait, dit Miss Marple. Il savait ce que vous aviez fait. Comment vous aviez effrayé Flora pour la réduire au silence, usé de votre influence pour remodeler le Premier Testament et écarter quiconque aurait pu menacer votre contrôle. Mais plutôt que de vous affronter directement, il a fait ce que font les joueurs d'échecs. Il a joué une partie longue et réfléchie. Les doigts de Petronella tremblaient sur le verre de Chéri. Il a toujours détesté la confrontation. Il l'a trouvé vulgaire. Peut-être, admit Miss Marple. Mais il a laissé son dernier coup là où il comptait. Il avait confiance que quelqu'un, Flora, ou Monsieur Broom, ou même moi, aiderait la vérité à se frayer un chemin jusqu'à la lumière. Petronella eut un rire amer. Et quelle est la vérité? Que mon mari était faible. Qu'il a laissé le sentiment obscurcir ses dernières volontés? Non, dit doucement Miss Marple. Qu'il voulait que la gentillesse triomphe de l'orgueil. Qu'il souhaitait réparer un tort, pas seulement par des mots, mais par des actes. Il y eut un long silence. Petronella reposa son verre, sans y toucher. Il allait me quitter, dit-elle enfin d'une voix très basse. Vous pensez tous que c'était un homme calme et dévoué, mais il était devenu quelqu'un d'autre. Flora l'a fait ressortir en lui. Cette douceur, ce défi. Il a cessé de m'écouter. Il a commencé à me répondre. Elle regarda l'échiquier vide. Je ne voulais pas sa mort. Vous devez le croire. Mais je voulais qu'il cesse. Miss Marple pencha la tête. Arrêtez de quoi? De détruire tout ce que j'avais construit. Mon nom, ma place. Crois-tu que ce village me respecterait s'il savait qu'il ne m'a laissé que l'ombre d'un testament? Qu'il a préféré une fille à sa propre femme? Non, dit Miss Marple. Il ne te respecterait pas pour ça. Mais il t'aurait peut-être pardonné si tu avais montré des remords. Des remords? La voix de Petronella se brisa. J'ai maintenu cette maison pendant qu'Edwin flottait dans ses journées avec ses livres et ses corbeaux. J'ai maintenu l'ordre. Et tu appelles ça quelque chose qui me fait éprouver de la pitié? Miss Marple poussa un léger soupir. Ce n'est pas ton ordre qui mérite réparation. C'est son prix. Elle fouilla dans son sac à main et en sortit la feuille pliée, la copie du dernier mot d'Edwin. Il t'a laissé ça, tu sais. Ce n'était pas destiné aux avocats ni aux tribunaux. Juste à toi. Petronella hésita, puis la saisit d'une main tremblante. Les mots étaient écrits de l'écriture ferme et mesurée d'Edwin, une reine qui prétend à chaque pièce finit par jouer seule. Petronella le fixa, les yeux creux. Lorsqu'elle releva enfin les yeux, elle ne dit rien. Mais le verre de Chéri, inaperçu, s'était renversé, laissant couler de l'ambre sur le tapis. Ce soir-là, le village retint à nouveau son souffle. La nouvelle, lorsqu'elle arriva, fut discrète mais définitive. Petronella Lawton avait officiellement démissionné de son poste de directrice de la confrérie des échecs. Elle resterait à Lawton House, mais elle n'animerait plus de réunions, ne participerait plus au cercle des dames et n'assisterait plus au comité du déjeuner du dimanche. Ce n'était pas tout à fait un exil, mais c'était un repli sur soi. Flora Markham, quant à elle, avait accepté une invitation du révérend Caldecott pour participer au programme d'alphabétisation des jeunes de l'Église. Elle avait recommencé à arpenter le village, la tête haute, le regard plus fixe. Il y avait encore de la tristesse dans ses gestes, mais aussi de la clarté. Miss Marple, lorsqu'on lui demanda au salon de thé ce qu'elle pensait de tout cela, se contenta de sourire et de remuer sa tasse. Parfois, dit-elle, le dernier coup n'est pas le plus dramatique. C'est celui qui fait discrètement basculer l'équilibre. Ce soir-là, seule dans son salon, Miss Marple alluma une seule lampe et récupéra la petite boîte qu'elle gardait cachée sous le bureau. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de petits objets, des boutons bizarres, des bouts de notes, des photographies et des jetons de vieilles enquêtes. Parmi eux se trouvait maintenant le pion blanc laissé sur le pas de sa porte, et à côté, une carte de score d'échecs pliée récupérée dans le bureau d'Edwin par M. Broom après l'authentification du Deuxième Testament. Elle portait la notation finale, Dame en E5. Échec. Miss Marple le relut, puis le remit dans sa boîte. Dehors, un léger vent s'éleva dans les branches, et quelque part au loin, le faible son d'une cloche d'église résonna sur les toits. Le plateau avait été vidé. Mais Miss Marple le savait, il y aurait toujours une autre partie. 2 jours passèrent, et l'atmosphère à Saint-Édouard-sur-le-Wold commença à se dissiper comme la brume sur un étang après un jet de pierre. Le scandale entourant le Second Testament ne dominait plus les conversations chez le primeur ou chez le boulanger. Les ragots, cette créature toujours affamée,
s'était gavé de mystère et se tournait maintenant vers le confort plus familier des envahissantes et des tentatives mal avisées de Madame Janquin pour boire du vin de fleurs de sureau. Mais pour ceux qui avaient vécu au cœur du drame, le calme ne revenait pas si facilement. Miss Marple avait passé une grande partie de ce lundi matin dans son salon, une théière fraîche à ses côtés, les mains occupées nonchalamment à un morceau de tapisserie représentant un cimetière au clair de lune. Son esprit, cependant, était ailleurs. Les pièces étaient encore sur l'échiquier, ne serait-ce que dans sa mémoire, la tour dans le jardin, le pion dans la sacoche de M. Burkett, le fou à la gorge de Petronella, et le roi Edwin, qui avait joué son dernier coup non pas dans la vie, mais au-delà. Et pourtant, une pièce manquait à l'appel. Le cavalier. Le protecteur sacrificiel. Celui qui tombe, non pas pour la victoire, mais pour forcer une révélation. Elle repensa à M. Goldsworthy, l'historien anxieux qui avait l'habitude de disparaître dans les vérandas et les étagères. De toutes les personnes émues par le coup final d'Edwin, aucune n'avait disparu aussi complètement depuis le déjeuner. Et pour Mademoiselle Marple, de telles disparitions n'étaient jamais accidentelles. Juste avant midi, elle fit une visite discrète à la bibliothèque du village. Mademoiselle Dalrymple, la bibliothécaire, réorganisait une exposition sur le folklore rural, mais s'arrêta net en la voyant. « Ah, Mademoiselle Marple, nous avons reçu un retour qui pourrait vous intéresser. Un certain volume sur les jeux d'échecs anciens, en retard de 3 semaines. Déposé anonymement à la boîte aux lettres ce matin. Pas de mots, mais elle le lui tendit. Mademoiselle Marple feuilleta les pages jusqu'à en trouver une marquée d'un coin corné. Là, coincée entre 2 pages décrivant des chevaliers en ivoire du XIXe siècle, se trouvait une photographie, froissée et jaunie. Elle montrait 3 hommes, beaucoup plus jeunes, participant à un modeste tournoi d'échecs à Norwich. Edwin Lawton, Clement Broom, et entre eux, un monsieur Goldsworthy très dégingandé. La légende au dos était délavée, mais lisible. Chessmentry, 1992. UJL, CB, RG. Goldsworthy n'avait donc pas seulement connu Edwin. Ils avaient été amis. Le même après-midi, une lettre arriva pour Miss Marple, sans signature, mais d'un ton et d'une concision évidents. Il la gardait secrète parce qu'il savait qu'elle la détruirait. Je lui ai dit de ne pas lui confier la tour. Mais il a dit que la confiance n'était pas la même chose que la croyance. J'espère que cela mettra fin à votre énigme. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait un petit objet enveloppé dans du papier de soie, un cavalier blanc. Miss Marple le tenait délicatement dans sa paume. Enfin, la dernière pièce. Le cavalier n'était pas Edwin. C'était Goldsworthy. Celui qui savait où la tour était cachée. Celui qui avait prévenu Edwin. Celui qui, finalement, avait porté la vérité juste assez loin avant de quitter l'échiquier, discrètement et complètement. Elle ne le reverrait probablement plus. De tels hommes ne restaient pas là où le mal était déjà fait. Mais elle était certaine qu'il avait aidé Edwin à organiser sa dernière partie, même s'il craignait les conséquences d'être découvert. Miss Marple se leva, replia le cavalier dans son drap et le plaça délicatement à côté du pion sur sa cheminée. Ce soir-là, l'église donna son récital de printemps, un humble événement où les écoliers récitèrent des poèmes et la chorale du village, composée principalement de commerçants retraités et de la femme du vicaire, interpréta des chants folkloriques traditionnels. Flora Markham était là, assise silencieusement au premier banc. Elle n'avait pas l'air radieuse, ni triomphante. Aux yeux de Miss Marple, elle semblait simplement intacte. Comme si une fissure dans ses fondations avait été comblée non par la justice, mais par la reconnaissance. Le révérend Caldecott prononça un bref discours, évitant toute mention des événements récents. Mais alors qu'il parlait de compassion et de seconde chance, son regard se posa brièvement sur Flora. Et puis, à l'improviste, Petronella arriva. Elle prit place au fond, en retard, discrète, seule. Elle portait du noir, pas de tenue de deuil, mais une simple laine, sans bijoux. Son visage était exempt de poudre, ses cheveux n'étaient pas coiffés avec soin. Elle ressemblait, pour une fois, à une femme sans défense. Le dernier chant de la soirée était un vieil hymne gallois, doux, mélancolique et riche de voix harmoniques. Tandis qu'il résonnait sur les murs de pierre, Miss Marple observa un instant subtil. Flora se tourna légèrement sur son banc, juste assez pour jeter un coup d'œil en arrière. Petronella, croisant son regard, fit un léger signe de tête. Pas un geste d'excuse. Pas tout à fait.
Mais peut-être quelque chose de plus fragile, admission. Lorsque l'hymne s'est terminé, il y a eu un silence. Pas d'applaudissements. Juste le silence. Et dans ce silence, quelque chose s'est réparé. Le lendemain matin, Mademoiselle Marple était assise dans son jardin, un châle sur les épaules et une lettre ouverte sur les genoux. Elle provenait de M. Brown de Norwich. La succession est maintenant réglée. Le tribunal a accepté le deuxième testament comme valide, compte tenu des témoignages et de la confirmation médico-légale de l'écriture d'Edwin Lawton. Le legs de Mademoiselle Markham a été honoré, bien qu'elle ait refusé toute compensation financière. Sa décision de faire don des fonds au fonds de lecture du village était inattendue, mais appropriée. Mademoiselle Marple a plié la lettre et l'a placée sous sa soucoupe. Le jeu était terminé. Pas de fanfare, pas de grande déclaration. Juste une planche, dégagée. Une reine, détrônée. Un chevalier, a disparo. Sur une nouvelle rangée de points.